Cher Gilles, chers amis, c'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir. Ce débat lancé par Agir est le deuxième d'un cycle qui se déroule dans le cadre de notre pôle idées, des idées pour agir. Notre dernier invité était Laurent Bigorre, le délégué général de l'Institut Montaigne. Comme vous vous en doutez tous, le contexte sanitaire nous oblige à dématérialiser cette session, mais dès que la pandémie aura été terrassée, nous reviendrons à plus de convivialité, c'est promis. Alors j'en profite pour remercier tous les internautes, les militants, les sympathisants, les curieux qui sont présents derrière leur écran pour ce débat qui concerne un sujet très actuel, un sujet qui marque la société française, la lutte contre le séparatisme. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Clavreul, haut fonctionnaire, militant politique, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme entre 2015 et 2017. Gilles est le cofondateur du Printemps républicain, qui défend une conception stricte des valeurs de la République et qui fait de la laïcité son combat principal. En juin 2018, il a aussi fondé le think tank L'Aurore, think tank républicain et progressiste, qui considère que les cadres traditionnels d'exercice de la démocratie sont fragilisés, sinon dépassés, et qui travaille à redonner de la perspective au débat démocratique dans notre pays. Gilles Clavreul croit en une société sécularisée dans laquelle le savoir et la foi sont séparés et où la raison prime sur la croyance. Et voilà qui nous amène très directement à notre sujet. Vendredi 2 octobre dernier, le président de la République présentait son projet de loi contre les séparatismes, rebaptisé depuis « Loi confortant le respect des principes de la République », qui est actuellement en discussion à l'Assemblée. Pierre-Yves Bournazel, qui est membre du comité d'action d'Agir, est d'ailleurs rapporteur, vice-président de la commission spéciale, voilà plus exactement, qui est consacrée à ce thème. Le constat est clair. Au cours des 20 dernières années, la République, par naïveté ou par faiblesse, a trop souvent fermé les yeux, je dis bien, sur un islamisme radical qui a gagné progressivement du terrain. C'est un homme qui refuse de serrer la main d'un agent public parce que c'est une femme, des enfants qui sont retirés de l'école de la République pour recevoir une éducation communautariste, des associations sportives qui mènent des activités religieuses prosélytes, des médecins qui délivrent des certificats de virginité, des associations cultuelles qui deviennent des relais d'influence hostiles à nos valeurs, des services publics dans lesquels les principes de neutralité et de laïcité sont méconnus. Ces pratiques sont des pratiques séparatistes. Elles ne sont pas cantonnées à ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de non-droit. On les rencontre dans des villes tout à fait ordinaires. Et en tant que maire de Melun, j'ai pu être le témoin, notamment en ce qui concerne, par exemple, des demandes d'horaires aménagés pour la piscine, ou bien des demandes de certains agents. J'ai pu être témoin de radicalisation progressive, à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui des signaux faibles d'abord, qui se muent progressivement en des signaux relativement forts. Avec ce texte, le gouvernement veut se donner les moyens de lutter contre ceux qui dévoient la religion pour mettre en cause les valeurs de la République. Le sujet étant des plus sensibles, et les choses n'étant jamais simples, le texte a suscité des réactions très diverses, en particulier de la part des responsables des cultes. Je voudrais en citer quelques-uns. Pour Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, je cite, « Il y aura plus de rigueur dans la gestion des associations, ce sera plus contraignant, mais au final, ce sera bénéfique et il y aura moins de suspicion vis-à-vis des dons. » Selon François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, ce projet va avoir des dégâts collatéraux sur les autres cultes, en particulier les protestants. Haïm Corsia, grand rabbin de France, membre de l'Institut, pense que c'est un texte
qui rappelle l'importance de porter les valeurs de la République partout, dans tous les espaces, y compris les espaces religieux, et qui donnera des outils juridiques pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Le porte-parole de la conférence des évêques de France, Hugues de Walmont, je cite, « comprend bien la volonté de l'État de combattre l'islamisme et le radicalisme, mais questionne les dispositions sur l'école hors contrat et à domicile, les motivations de parents n'étant pas de mettre leurs enfants à l'école, les motivations de parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école pouvant être seulement pédagogiques et non religieuses. » L'essayiste Hakim El-Karoui, président de l'Association musulmane pour l'islam de France, estime que le projet de loi va dans le bon sens en ciblant le salafisme. Enfin, selon l'historien et sociologue Jean Gobéraud, spécialiste de la laïcité, si certaines mesures semblent aller dans le bon sens, comme l'encadrement des flux financiers provenant de l'étranger, la plupart remettent en cause les libertés fondamentales, la démocratie, et risquent d'être largement contre-productives. Voilà pour les réactions principales. Elles sont très partagées, ce qui rend notre débat d'autant plus intéressant. Nous sommes donc très curieux de savoir ce qu'en pense notre invité, Gilles. Et avant cela, je voudrais donner la parole à Franck Riester, qui vient d'arriver en tant que membre du gouvernement et président d'Agir. Bravo Franck. Ah merde, c'est vrai. Vous allez prendre le micro. Bonjour cher Gilles, bonjour cher Louis, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Je ne pourrais pas rester tout le débat, mais je voulais absolument être présent pour lancer la nouvelle année, en vous souhaitant une excellente année à toutes et à tous, une année 2021, et puis pour lancer la nouvelle série des rendez-vous de débat, des rendez-vous d'échange, que sont les débats pour agir, des idées pour agir. Et ces idées pour agir, animées par lui, je remercie. C'est dans un moment comme celui-là, où beaucoup de sujets d'actualité sont à l'ordre du jour, qu'il y a des débats, qu'il y a des textes qui arrivent à l'ordre du jour du Parlement, la nécessité d'échanger, de discuter, de débattre et de pouvoir bénéficier du regard affûté d'un certain nombre de grands témoins de grande qualité. Et je voudrais vraiment remercier Gilles d'être là ce soir, parce qu'avec son expérience professionnelle, son engagement citoyen, son engagement politique, un des plus grands spécialistes de toutes ces questions qui vont nous occuper pendant de nombreuses semaines au Parlement et qui sont déjà depuis des semaines, voire des mois, voire des années dans le débat public. Et donc, agir avec ses parlementaires, mais aussi avec ses élus locaux, avec ses militants, va se positionner, a déjà fait des propositions, va continuer de contribuer au débat public. Et c'est donc bien normal que nous ayons souhaité, cher Louis, commencer l'année par ce thème, avec un invité d'honneur et de marque, qui va pouvoir nous éclairer avec son regard libre et affûté sur les enjeux de ce thème, et voir de quelle manière vous, qui êtes en ligne, qui nous regardez, vous pouvez aussi bien évidemment réagir. Je pense, Louis, que tu as pu évoquer la façon dont les gens qui nous regardent peuvent interagir, poser des questions. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter et à solliciter Louis, qui se chargera bien évidemment de relayer les questions à Gilles. Alors, on préférerait être tous réunis ici, c'est toujours plus facile pour débattre, mais voilà, c'est comme ça. Le virus nous empêche de le faire, mais on veut continuer pour autant de travailler, d'échanger. Et on a besoin de votre aussi contribution au débat, que ce soit à travers votre présence et votre participation à ce rendez-vous des débats, des idées pour agir, mais aussi dans toutes les contributions qui vous seront demandées pendant l'année qui vient. On va beaucoup vous solliciter pour les idées, on va beaucoup vous solliciter pour enrichir nos contributions, celles d'agir au débat public, celles d'agir au débat parlementaire. Et donc je compte vraiment sur vous. C'est dans ces moments où des choix importants doivent être faits que l'engagement citoyen, l'engagement politique est particulièrement utile. Donc merci encore, je ne suis pas plus long, je donne tout de suite la parole à Gilles en le remerciant vraiment sincèrement de nous faire l'honneur de nous consacrer un peu de temps aux idées pour agir. Merci Franck. Monsieur le ministre, cher Franck, cher Louis Vogel, je ne sais pas quel titre, vous en avez tellement, et de qualité encore plus, par laquelle il faut commencer, mais évidemment
Celle de maire me parle plus particulièrement parce que mes premières expériences dans la vie administrative sont celles de la préfectorale. On en parlait hors antenne tout à l'heure, et je reste assez fidèle à d'abord à ce métier que j'aime beaucoup, même si je l'ai quitté sans doute provisoirement, mais aussi parce que c'est ma seule, je pense, légitimité à dire deux, trois choses sur le sujet qui va nous occuper, et celle d'un praticien de la chose publique qui a passé un petit peu de temps sur le terrain et qui après y est revenu d'une autre manière, d'autres manières, dans un contexte qui était évidemment un contexte très particulier et que les commémorations récentes nous rappellent, qui était celui des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, qui bien évidemment sont le moment critique. C'est pas le seul, hein, il y en a eu d'autres avant, il y en a eu beaucoup d'autres après aussi, mais le moment critique où véritablement cette question de l'islamisme violent dans sa forme la plus radicale, la plus absolue, c'est-à-dire l'islam terroriste, eh bien c'est cette formulation-là d'une violence absolue qui nous a mis tous collectivement au pied du mur. Alors, on doit parler essentiellement de ce projet de loi qui a changé plusieurs fois de dénomination. C'est peut-être pas fini d'ailleurs, parce que la discussion parlementaire peut encore réserver des surprises et des évolutions à ce sujet-là. C'est un morceau de la problématique d'ailleurs, le fait que les termes aient changé, que les angles évoluent, et que depuis que nous connaissons cette problématique, et pour le coup ça fait pas 6 ans, ça fait plutôt 30 ans, c'est une histoire de 30 ans en fait, la nouvelle question qui se pose à la République, à la laïcité, à nos institutions, à notre société tout entière, la présence d'une religion nouvelle, quoi qu'on en dise, même si évidemment l'islam a toujours été présent dans les territoires conquis par la France. L'islam a été présent dans les relations diplomatiques, parfois aussi dans les faits de guerre de notre histoire longue et ancienne, mais l'islam n'a pas été présent comme une religion autochtone sur le territoire français, avant, en tout cas, de manière encore très, très limitée, après les 2 guerres mondiales et la participation d'un certain nombre de combattants de confession musulmane à qui la République a voulu rendre des hommages parfois tardifs, parfois contrariés. C'est un des éléments aussi d'une histoire qui est pleine de ressentis et de ressentiments de part et d'autre, mais malgré tout, la présence de l'islam comme religion de France, en France, c'est un débat qui est un peu derrière nous maintenant, elle est assez récente, cette présence, elle date des vagues d'immigration économique d'abord, et puis de regroupement familial des années 60-70, et c'est seulement à la toute fin des années 70 et au début des années 80 qu'on a eu des manifestations d'un islam qui se rend visible alors qu'il ne l'était pas, et les toutes premières de ces manifestations, elles ont lieu dans les usines Peugeot d'Aulnay-sous-Bois en 82-83, avec des ouvriers qui pour la première fois font des demandes de nature religieuse, demandes qui sont très mal comprises à l'époque. On parle d'intégrisme chiite parce que les pouvoirs publics ont en tête la révolution iranienne, alors bien évidemment il ne s'agissait pas de ça. Et puis petit à petit, il y a des intellectuels qui vont s'intéresser au phénomène, qui vont aller regarder, qui vont faire des entretiens. En banlieue, l'un des tout premiers, c'est Gilles Kepel, qui publie Les banlieues de l'islam en 1987. Et vous voyez comme la chronologie va s'accélérer. 2 ans plus tard, à la rentrée de 89, on a l'affaire dite à l'époque du foulard de Creil. Là encore, la confusion géopolitique est assez forte, puisqu'on parle, pour certains, on parle de Tchador. C'était évidemment pas des Tchadors. En revanche, ce que c'était déjà à ce moment-là, c'est une proposition de nature identitaire, c'est-à-dire la manifestation d'une identité avec laquelle on n'est pas disposé à négocier et vis-à-vis de laquelle on demande à la société française de s'adapter, de porter un regard nouveau au nom d'un passé qui ne passe pas, entre autres choses, mais c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Et chemin faisant, on va s'apercevoir que cette forme-là de proposition identitaire ou de revendication identitaire va prendre aussi des accents beaucoup plus violents, ce qu'on n'appelle pas encore, ou ce qu'on ne caractérise pas forcément comme un terrorisme islamiste, ou alors qu'on s'imagine comme d'autres vagues terroristes que la France a déjà connues par le
dans un passé récent, je pense aux années 85-86, c'est-à-dire un terrorisme exporté depuis, ou importé si on préfère, depuis des pays dont les autorités décident de mener des opérations sur le sol français pour répondre à des objectifs politiques précis. Ce qui va s'installer à partir des années 90, une première fois avec le gang de Roubaix et Khaled Kelkal, et puis d'autres fois et de manière plus structurée et systématique à partir du milieu des années 2000, avec des réseaux de prédication qui vont petit à petit s'installer, qui vont prôner un islam de rupture qui n'aura pas toujours des conséquences et des manifestations violentes, mais qui, à partir du moment où se met en place, comme Gilles Kepel l'explique très bien, un djihad de troisième génération, d'une forme qui n'est pas, là pour le coup, pyramidale, hiérarchique, centralisée et descendante, mais qui est au contraire, comme d'ailleurs le théoricien d'Al-Qaïda le disait, qui est un système et pas une organisation, bien ce système-là, tout à la fois idéologique, social, humanitaire, éducatif, va petit à petit déployer sa toile dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays européens. C'est pour ça que c'est loin d'être un problème franco-français, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, ou ce que certains essayent encore de dire. Mais c'est en France, en tout cas, que vont se dérouler parmi les premières vagues d'attentats, avec le Royaume-Uni, sans parler bien évidemment des attentats du 11 septembre, mais qui obéissent déjà à une logique un petit peu différente et par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui un petit peu ancienne. Et la difficulté à laquelle on est confronté, je ne vais pas refaire toutes les étapes, rassurez-vous, la difficulté principale à laquelle on est confronté depuis que ces phénomènes ont surgi, c'est d'avoir les bonnes clés de lecture, c'est de comprendre ce qui nous arrive. On se rappelle sans doute, en tout cas je crois qu'il est toujours utile de le rappeler, ce qu'a été l'affaire Mera, ce qu'ont été les tueries de Montauban et de Toulouse, et la façon dont elles ont totalement pris au dépourvu les pouvoirs publics, les services de renseignement à l'époque. Puisque, sans vouloir jeter la pierre à personne, ni faire des incriminations a posteriori qui n'auraient pas beaucoup de sens, il faut se rappeler que dans les jours qui ont suivi la neutralisation de Mera, et après qu'il a commis ces horribles attentats, l'interprétation en cours au ministère de l'Intérieur, et dans la bouche même du ministre, c'était Mohamed Merah est un loup solitaire. Bon. Et en fait, on a très vite établi que Mohamed Merah était tout sauf un loup solitaire, qu'il avait au contraire un long parcours de socialisation djihadiste, qui avait débuté à la fois par la phase carcérale et à la fois aussi par la fréquentation d'un lieu de prédication et d'endoctrinement, que tout ça s'est fait sur des années, et non pas sur quelques semaines, ni même quelques mois. Et ce scénario-là était destiné à se répéter de façon tragique comme on l'a vu. Alors dans un premier temps, et après Mera, des leçons ont été tirées, les dispositifs antiterroristes ont beaucoup progressé sur le plan technique, sur le plan juridique, de nouveaux moyens d'investigation ont été donnés, la matière humaine, qui est la matière première du travail des services de renseignement, a été considérablement enrichie, pas seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes de compréhension de ce qui se passait, une nouvelle fois. Il n'empêche quand même que, autant on savait, on pressentait, on devinait de façon archi certaine dans les années 2013 et 2014, à plus forte raison, qu'avec les vagues de départ en Syrie, avec tout ce qui était récolté et analysé sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, les vidéos, et évidemment la force d'attraction du califat à partir du moment, en juin 2014, où il s'est officiellement autoproclamé et institué comme État, et la base logistique et idéologique qu'il pouvait représenter, on savait qu'il y aurait des attentats sur le sol français, c'était annoncé. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'État islamique, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de leurs différents pseudopodes un peu partout, là où ces organisations djihadistes sont présentes, ils ont, si j'ose dire, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, au moins ce mérite-là, c'est d'annoncer ce qu'ils vont faire. Et donc quand ces organisations annoncent qu'ils vont commettre des attentats et qu'ils définissent un certain nombre de cibles, eh bien ils mettent leurs menaces à exécution, et on l'a encore vu dans toute la phase qui vient de s'écouler là ces derniers mois, depuis le mois de septembre,
avec le procès des attentats de janvier, qui a été un motif, un prétexte en réalité, pour réactiver la menace sur la France, avec le discours du président de la République, avec l'assassinat de Samuel Paty, les djihadistes ont dit qu'ils allaient opérer sur le sol français, ils ont désigné des cibles, il y a eu 4 attentats à la suite de ça. Alors, ce dont je parle là, c'est la forme la plus aiguë et la plus violente, la plus radicale. Et dans un premier temps, assez naturellement d'ailleurs, c'est de celle-là qu'on s'est occupé en premier, mais j'allais dire aussi presque en exclusivité. Et c'est là où s'est introduit une faille de long terme, parce que la force, la puissance de la proposition islamiste, c'est de ne pas être uniquement présente dans l'action violente et de ne pas s'exprimer uniquement de cette façon-là, mais au contraire de pénétrer le tissu social et de pénétrer les cœurs et les consciences surtout et les esprits par 1000 autres procédés et pas nécessairement par l'action violente, ni même nécessairement par un discours ouvertement séparatiste ou d'appel à la rupture avec la légalité républicaine. Si je dis ça, c'est parce que je pense qu'au titre pas des critiques, mais en tout cas des débats qu'on peut avoir, lorsque on entend s'attaquer au séparatisme islamiste, évidemment, c'est un objectif auquel je souscris tout à fait, ça va de soi, mais à condition qu'on ne perde pas de vue qu'il y a aussi un entrisme islamiste, et qu'il y a aussi des phases d'accommodement, de recherche de compromis, sinon même de consensus, en tout cas l'amorce d'un dialogue critique, voire des démarches d'entrisme vis-à-vis des pouvoirs publics ou des collectivités locales ou de responsables du tissu associatif. Et là, pour le coup, il faut le dire, la réponse de la République a été beaucoup plus incertaine, mais depuis longtemps, par rapport à cet islamisme que certains auraient voulu croire modéré, ou responsable, ou voir dans ses principaux protagonistes, finalement, le moins mauvais rempart possible contre les extrémistes, contre les fous, contre les violents, contre les djihadistes. Malheureusement, c'est moins simple que ça. Il y a évidemment tout un tas de tensions, de rivalités, d'oppositions entre les différents groupes, les différentes branches, entre les frères musulmans, ceux qui, sans être frères musulmans, en récupèrent à peu près la phraséologie et les modalités d'action, entre les différents courants du salafisme. Bon, tout ça est relativement connu et j'y reviens pas, mais malgré tout, l'objectif à long terme, l'objectif eschatologique évidemment, mais aussi les objectifs politiques de long terme, sont à peu près les mêmes. Et ils sont quand même d'apporter une forme de contestation radicale des modes de vie, des modes d'être, qui sont ceux de la démocratie telle que nous la pratiquons, telle que nous la connaissons. Mise en cause de certains de ces aspects, plus particulièrement les rapports d'égalité hommes-femmes, les droits des minorités sexuelles, bien évidemment la place des juifs, toujours élément récurrent de leur dialectique. Et puis bien évidemment la contestation de la laïcité, qui est donc une espèce c'est un peu la base continue de la République, la laïcité, c'est-à-dire que c'est ce qui donne le rythme, le tempo à la vie républicaine et qui permet à des gens de sensibilité, de convictions extrêmement différentes de s'entendre et de jouer une partition commune. Et ça, la laïcité, pour les islamistes, c'est un vrai problème. Bon, ce à quoi il s'agit de s'attaquer aujourd'hui, c'est tout ça à la fois. Et l'objectif de ce projet de loi, tel qu'il a été présenté, tel qu'il a été annoncé, tel qu'il a été écrit, à mon sens, tel que je le lis et que je le comprends, c'est celui-là. Maintenant, je vais vous dire, alors, pour avoir été, pouvoir être d'ailleurs libre, comme vous l'avez dit, donc parfois assez critique, avec certaines décisions, ou avec certains angles, ou avec certains discours, y compris, et notamment sur ces sujets-là, je me sens d'autant plus à l'aise pour dire que je trouve ce projet de loi bien équilibré et bien pensé, et bien écrit. D'ailleurs, si ça n'était pas le cas, sur des sujets sur lesquels on connaît sa vigilance, le Conseil d'État n'aurait pas validé l'essentiel, en fait, à l'époque 57, maintenant 51 articles, et je pense que, bon, j'entends certaines critiques qui sont émises ici ou là,
j'en partage certaines, mais on a là un texte qui respecte les fondamentaux républicains, incontestablement, qui pose un certain nombre d'avancées nécessaires aux remises à jour de volets. Je prends un exemple, c'est la loi sur les dissolutions qui a été adoptée dans un contexte historique très particulier, qui est celui de la dissolution des ligues en 1936, qui a été enrichi et augmenté depuis, mais dont la rédaction n'est pas toujours complètement adaptée à la situation que nous vivons aussi. L'échelle des peines elle-même méritait d'être révisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces mesures, mais enfin, bon, voilà, je vous ai dit ce qui était en tout cas mon sentiment personnel sur le projet de loi, et je pense que cela invalide une bonne partie des critiques, disons, très, très, très dures, très politiques, qui lui sont adressées, qui lui seront adressées tant de droite que de gauche, et peut-être même, qui sait, à l'intérieur de la majorité. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'à mon avis, l'essentiel se situe dans ce qui s'est passé avant le projet de loi et surtout dans ce qui se passera après. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on peut améliorer dans le cadre de la loi, mais fondamentalement, il s'agit pour nous de régler la manière dont la société vit au quotidien, dont les services publics fonctionnent, dont les Français se parlent entre eux, dont les professeurs assurent leur classe, dont les maires assurent la qualité de la vie en société. Et tout ça, ce n'est pas des choses qui sont forcément paramétrables par la loi. D'autant qu'une fois encore, la matière que l'on traite, c'est une matière éminemment humaine. C'est les consciences, c'est les valeurs profondes. Donc ce sont des choses qui sont, et heureusement, j'allais dire, qui ne sont pas vraiment paramétrables dans la loi. Donc la chose qui était importante pour moi avant, en amont, c'était le fait de dire les choses. Et c'est pour ça que le discours du président de la République du 2 octobre peut le considérer tardif par rapport à l'avancée du quinquennat, ou ce qu'on aurait, à titre personnel, j'aurais souhaité entendre avant, mais enfin bon, en tout cas, il l'a dit, et il a posé les choses de manière très claire et très nette, et il a dit ce à quoi nous étions confrontés, ce contre quoi il fallait lutter, c'est-à-dire principalement le séparatisme islamiste, dont acte. C'était important. Et ce qui va être plus important encore que cette discussion parlementaire, dont j'espère qu'elle pourra bien sûr encore améliorer, enrichir le texte autant que possible, clarifier les choses pour les Français, ça c'est très important, ça va être de dégager un dispositif institutionnel, public, étatique notamment, mais aussi bien sûr dans les relations avec les collectivités locales et avec les associations, qui mettent en ligne toute la puissance publique avec le discours. Parce que ce qui a fait défaut, et moi je l'ai vécu très personnellement et très directement quand j'étais délégué à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ce qui a fait défaut jusqu'à présent, c'est une espèce de schizophrénie entre un discours public qui dit une chose et une pratique publique qui en fait une autre. Pour le dire de manière extrêmement claire, simple et incarnée, on a connu, il fut un temps, un discours public Manuel Valls et un discours public Jean-Louis Bianco. Eh bien, je suis désolé, mais ça ne marche pas. Bah, moi, je vais constater, ça ne marche pas. Et quelles que soient les personnes, parce que au fond, c'est pas ça qui compte, si on n'arrive pas, pour les gens de terrain, hein, pour les enseignants, pour les policiers, pour les élus, si on n'arrive pas à clarifier la ligne du parti, je parle familièrement, si on n'arrive pas à être clair sur les intentions de la puissance publique, les acteurs de terrain sont paumés. Et c'est normal, surtout sur des choses aussi difficiles, aussi sensibles, qui prêtent autant à des conflits, à des interpellations, à des contestations. Donc la clarification du discours public et de l'organisation de l'État par rapport à ces sujets-là est pour moi un enjeu absolument vital. Il y en a un deuxième, il nous apparaît peut-être pas tout de suite, immédiatement, mais à mon avis, ça viendra, ça va, et c'est presque déjà là en réalité. Bien sûr, le séparatisme islamiste, ou, comme je le disais, les formes d'islamisme, y compris plus soft, entre guillemets, ou plus malignes, sont le cœur de ce contre quoi il faut réaffirmer les principes républicains. Ce ne seront pas les seuls. Et je pense même que dans le spectre des manifestations identitaires ou des revendications identitaires, on aura d'autres difficultés, on aura d'autres propositions. En réalité, on en a déjà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de la une du magazine Le Point qui paraît demain. Il y est question de la mouvance décoloniale et qui fait
des ravages dans les universités américaines, mais ça nous est déjà maintenant parvenu en France également. Il y a plus que des connexités et des amitiés entre la mouvance décoloniale et les islamistes d'ailleurs, mais je pense que voilà le type de mouvement dont également les dispositifs à mettre en place devront se soucier. Et ils devront le faire d'autant plus que à chaque fois que les islamistes progressent, à chaque fois qu'on laisse les décoloniaux s'avancer dans l'espace public ou à l'université ou dans les médias, c'est la campagne électorale de l'extrême droite qui se fait toute seule, mécaniquement, sans qu'ils aient rien à faire. Ce sont de formidables agents électoraux du populisme d'extrême droite, et d'ailleurs il y en a un qui l'a très bien compris il y a déjà un petit moment, même si il n'a pas pu aller jusqu'au bout et en profiter comme il l'aurait voulu, c'est Donald Trump. C'est Trump qui, là encore ces dernières heures, pointe les responsabilités d'une certaine extrême gauche, etc., et qui n'est pas très loin en réalité de ce que l'on peut également percevoir sur le sol français. Donc il y a un vrai enjeu qui n'est pas seulement la lutte contre l'islamisme en tant que tel, bien sûr pour l'instant c'est le cœur de l'affaire, mais en fait il y a un enjeu de liberté démocratique, il y a un véritable enjeu républicain à travers ce projet de loi. Il faut qu'il puisse permettre tout ça à la fois, c'est-à-dire d'être comme une espèce de porte-avions qui va mener l'action publique le plus loin possible pour faire reculer cette vague des propositions identitaires qui n'a cessé de monter au cours des dernières années. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu long. Je suis à votre disposition pour les questions et interventions. Merci beaucoup, Gilles, pour ces paroles qui sont assez rassurantes sur le fond et qui montrent un peu le sens. On a un espoir d'amélioration de la situation et de clarification du discours public grâce à ce projet de loi, si tout se poursuit conformément à ce qu'on pense. J'ai regardé mon téléphone parce qu'on a reçu plein d'interventions. Et Franck, tu veux peut-être dire un mot parce que je sais que tu dois partir. Ouais. Merci beaucoup Gilles, encore une fois d'être présent. Bravo pour aussi cette présentation qui n'était pas trop longue, parce qu'elle était vraiment passionnante, et de mettre en perspective ce débat, ce texte, d'un point de vue historique et qui est un peu géopolitique d'une certaine façon. C'est vraiment très utile. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, parce qu'on me l'a dit aussi, et je vois ton téléphone arriver avec toutes les questions. Vous avez des questions, c'est très bien. Merci Gilles de te prêter au jeu des questions-réponses. En te remerciant, je vais devoir filer moi de mon côté, mais vraiment, c'est un bonheur de pouvoir échanger sur un sujet qui est si sensible, où on doit manier ces notions avec beaucoup de précision, parce que sinon c'est évidemment la porte ouverte à tous les excès, à toutes les confusions, et on a besoin de beaucoup de clarté. Donc merci pour ça, et merci encore une fois de ta liberté de ton et puis finalement ton engagement sur ces questions. Merci encore. Merci Louis, bravo. Merci à toi. Je voulais excuser, tu l'as vu le faire, Pierrine Bournazel, qui est bien sûr députée Agir, qui fait partie de la commission spécialement créée pour le texte, et qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir, parce que justement il était à l'Assemblée à évoquer ces questions-là avec ses collègues. Mais il aura l'occasion, j'en suis certain, de pouvoir rééchanger avec vous si vous le souhaitez sur ce sujet. Merci encore et à bientôt. Merci à toi. Merci. On va prendre des questions. Là, elles sont arrivées pendant que Gilles parlait. Donc je regardais mon téléphone, pas parce que je n'écoutais pas, mais il y a une foultitude de questions. Je vais commencer par la première. C'est Fabienne Keller. Fabienne est membre du comité d'action d'Agir. Et qui est député européen aujourd'hui, qui nous représente à l'Assemblée européenne. Je vous lis sa question. On a vu, avec les différents changements de titre du PJL, séparatisme, laïcité, etc., ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure, que le sujet était source de malentendus. Comment éviter de cliver la société française sur des sujets dont on sait que tout le monde ne met pas la même signification, ne fait pas référence au même vécu derrière chaque mot? Oui, ça c'est un problème que j'ai vécu quasiment sur une base journalière quand j'étais délégué à la lutte contre le racisme, et c'est de plus en plus vrai d'ailleurs. Tous les mots
tous les mots utilisés, tout le champ sémantique qui porte sur ces questions de société, on va dire ça comme ça, c'est vague, mais là en l'occurrence c'est volontaire. Tous ces mots sont de plus en plus piégés, polémiques, contradictoires, et en fin de compte c'est très déstabilisant là aussi, parce que on ne sait plus exactement de quoi on parle, qui parle de quoi et qui est avec qui. Alors, ce qui est quand même un peu rassurant dans ce paysage qui en effet devient très accidenté et très glissant, c'est que je crois que l'opinion publique dans l'ensemble a les idées peut-être parfois un peu plus claires que certains responsables politiques ou intervenants du débat public, ou en tout cas qu'il y a une vision quand même assez consensuelle et assez partagée de ce qu'est la laïcité, de l'importance qu'elle a comme socle. Je disais, je filais la métaphore musicale en parlant de basse continue, on peut prendre des métaphores architecturales. La laïcité a vraiment la caractéristique d'une valeur socle dans notre société, et ça les Français le comprennent, je crois très bien, ils y sont très attachés. C'est pour ça que moi, si j'avais un regret, mais qui n'est pas un regret définitif, parce que les choses peuvent encore changer, c'est que dans l'énoncé même de la loi, alors le mot laïcité figure dans l'exposé des motifs et puis dans un article, je ne sais plus lequel exactement, mais enfin, il n'est pas mis en avant comme il l'avait été dans un premier temps. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs que le discours du président de la République était un petit peu déconcertant, puisque pratiquement après les remerciements d'usage, sa première phrase c'était de dire « il ne s'agit pas ici de laïcité ». Puis 10 minutes plus tard dans le discours, il dit « nous allons donc proposer une grande loi de laïcité ». Alors évidemment, c'était un peu déstabilisant, c'est pour très bien que les choses étaient encore très très calées à ce moment-là, et puis après s'est imposé le terme de séparatisme, et puis finalement on est passé à la formule qui pour le moment a eu principalement en fait la faveur du Conseil d'État sur la toute dernière rédaction en parlant de conforter les principes républicains. Ça va aussi, mais la formule finalement retenue, incontestablement, elle est plus vague quand même, elle est plus floue, parce que, j'allais dire, quelle loi n'est pas censée renforcer les principes ou conforter les principes républicains ? Normalement, c'est l'objectif même de la loi. Donc j'aurais tendance à penser que oui, il faut dire les choses comme elles sont, il s'agit bien d'une loi de laïcité. Pourquoi c'est une loi de laïcité ? Parce que la laïcité, contrairement aux définitions un peu standards qu'on a tendance à en donner, qui ne sont pas fausses, hein, entendez-moi bien sûr que la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, bien sûr que c'est la liberté de conscience, d'expression et de culte, bien sûr que c'est la neutralité des services publics, on sait tout ça, on peut le répéter, d'ailleurs il faut le répéter. Mais c'est encore un peu plus que ça, la laïcité. Ça sert à quoi, au fond, la laïcité ? Ça sert à trouver un mode de régulation de l'expression et la pratique religieuse dans la société qui permettent un équilibre entre les libertés et, je dirais, le bon ordre de la société. Un peu plus que le bon ordre, d'ailleurs, parce qu'on s'arrête un peu souvent à cette définition qui en fait, qui dit, bon... la règle, c'est la liberté, jusque dans la limite de l'ordre public. C'est vrai, bien sûr, là encore. Mais on sent bien qu'avec la laïcité, on a quelque chose d'autre. Il y a un pacte collectif derrière. Il y a une idée, non pas seulement de ce qui est permis et interdit, mais aussi de ce qui est souhaitable. De la façon dont on se figure, la manière dont on se comporte, s'agissant de cette chose si importante quand même, hein, qui est la manière dont on exprime ses convictions les plus profondes, les plus intimes, normalement les plus affirmés dans l'espace public, dans la vie collective d'une façon générale. Donc c'est pour ça que c'est très important, et je crois bien que là nous avons un projet de loi de laïcité, c'est-à-dire il refixe le curseur de la place du religieux dans la société. Voilà, je pense que ce serait bien nommer les choses que de l'appeler loi de laïcité. Autre question, Mathieu Cabanis, adhérent à Agir de Gironde. Par quelles mesures fortes et concrètes peut-on faire des valeurs républicaines un véritable projet de société ? Il convient de lutter contre les séparatismes tout en mettant en avant une identité non pas ethnique, mais républicaine et citoyenne. Gilles. Vaste programme. C'est là où incontestablement on a le plus perdu de terrain collectivement sur le temps long, sur 30-40 ans. Pas forcément
parce qu'il y a eu recul des institutions étatiques. Dans certains cas, il y a eu recul, mais c'est aussi parce que un certain nombre de grandes institutions sociales ou de grands discours sur l'organisation de la vie collective, sur les valeurs communes, se sont un peu émoussés, voire carrément effondrés, y compris d'ailleurs des forces de contestation ou des propositions alternatives à celles de la République libérale. Je pense au Parti communiste, par exemple, qui a eu pendant très longtemps une fonction structurante pour les populations ouvrières dans beaucoup de territoires de France, de la ceinture rouge houillère du Nord et au bassin alésien, en passant par les différentes figures et illustrations du communisme rural. Donc, tout ça a disparu, de la même façon d'ailleurs que les grandes institutions chrétiennes n'ont plus du tout la vigueur qu'elles avaient il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Bon. Et ce n'est pas la République qui a comblé le vide, c'est bien ça le sujet. Ce sont d'autres formes de socialisation qui l'ont comblé. Certaines d'ailleurs les plus importantes et les plus efficaces, et de loin, ce sont celles qui sont nées de la société de consommation. Ce sont les pratiques, voilà, c'est le monde médiatique, ce sont les valeurs, bonnes ou mauvaises, on ne va pas épiloguer là-dessus, peu importe, mais c'est ça qui s'est produit. Donc on n'a plus ces éléments de structuration collective comme on pouvait les avoir avant, et c'est donc difficile de lutter contre, parce que c'est ça, hein, on lutte contre l'air du temps, on lutte contre des mouvements très très profonds, très lents, très longs, mais très puissants d'évolution de nos sociétés. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a quand même quelques piliers, il y a quand même une institution dans notre République qui, elle aussi, est complètement organique par rapport à nos valeurs, c'est évidemment l'école. Et on n'en a jamais assez dit sur ce sujet-là. Et on n'en fait jamais assez. Et on le voit encore. Et l'assassinat de Samuel Paty l'a illustré. Et ses suites, plus encore. C'est-à-dire les réactions que ça a engendré. Les contestations. Quand je parle des contestations, je ne parle pas seulement des contestations des élèves. Hein. Je parle aussi des contestations des profs. Pas majoritaires, bien sûr. Très minoritaires, mais quand même. Il y a des remontées de salles de profs qui disent « Oui, mais enfin, est-ce qu'il avait vraiment à montrer les caricatures ? Pourquoi il a insisté ? Pourquoi comme ça ? Est-ce qu'il ne nous a pas mis dans un mauvais cas ? Il nous fait prendre des risques, etc. » Tout ça existe. Hein. Et ça, on ne peut pas le laisser passer ou faire comme s'il ne s'était rien dit. Voilà, parce que en fait, c'est le cœur du problème. Moi, j'ai tendance à penser que le cœur du problème, c'est moins la vigueur et la force des islamistes que nos propres atermoiements, nos propres faiblesses, par rapport à justement des discours comme ça qui renversent les choses, qui disent que la victime est en fait coupable d'avoir été victime. C'est un terrible renversement des choses. Alors bien sûr, il y a des idéologues qui travaillent à jeter de l'huile sur le feu. Bien sûr, il y a des médias très hostiles à la République qui retournent tout comme ça. Mais on n'est pas obligé de les laisser faire. Est-ce que c'est un combat ? Est-ce que c'est le mot qu'il faut employer ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ces efforts d'explication, de pédagogie, de rappel de la réalité des choses, j'ai fait un très très bref aperçu historique de ce dans quoi nous étions. Ce rappel historique-là, il faut le faire dans les écoles, il faut le faire dans les lycées, il faut le faire à la fac, il faut le faire dans les médias, mais pas seulement avec l'arrière-pensée, qui est d'ailleurs de moins en moins vrai, que ça concerne des petites minorités de population très fragiles, très marginalisées, très en colère, très révoltées, et donc à qui il faudrait parler doucement et calmement pour les faire revenir dans le giron de la République. C'est plus du tout ça le sujet, si tant est que ça n'ait jamais été. Le premier sujet, c'est les adultes qu'il faut d'abord former, ou à qui il faut rappeler un certain nombre d'exigences, de réalités qui sont parfois un peu perdues de vue. Un fonctionnaire, je suis presque au regret de devoir le dire, mais un fonctionnaire ne fait pas et ne dit pas absolument tout ce qu'il veut quand il veut. Voilà, même si je pense que tu es aussi très 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 attentif
aux libertés académiques, bien évidemment, à la liberté d'enseignement, bien sûr, il y a des principes constitutionnels, mais ce n'est pas non plus la licence absolue, parce qu'il y a des devoirs qui sont attachés à ces différentes fonctions. Premier devoir quand on s'occupe des enfants, c'est de faire, comme disait Ferdinand de Buisson, de ces enfants des citoyens, des républicains. C'est ça la mission fondamentale de l'école, elle n'est pas seulement d'ouvrir le robinet, de savoir plus ou moins bien assurer, pour pouvoir après avoir des diplômes et un job. Ça, oui, bien sûr, il faut le faire, mais c'est pas ça la mission fondamentale de l'école, en tout cas, c'est pas que ça. Voilà. Donc, ce qui est vrai pour l'école, là, je crois qu'il y a des choses quand même qui ont été faites, solides, concrètes en matière de laïcité, et c'est très bien, mais il va falloir aller beaucoup plus loin en termes de formation, par exemple. Ce qui est vrai pour l'école devrait être vrai pour tous les services publics. Voilà. Il y a un travail de réarmement intellectuel, de formation notamment, et aussi de vigilance au quotidien qui devrait s'exercer pour que ces contestations, ces remises en cause ou ces lectures complètement à côté de la plaque de ce qui nous arrive ne soient pas devenues la nouvelle normalité. Parfois, on a un peu l'impression que le discours qui dit s'il y a des attentats en France, c'est parce que nous avons fait, nous, on ne sait pas qui est le nous d'ailleurs, nous avons fait la guerre au Moyen-Orient et nous avons envoyé des bombes et non, nous recevons le juste retour des choses. Malheureusement, il y a même des intellectuels remarquables qui ont tendance à se laisser entraîner dans ce discours-là. Non, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Voilà. Très bien, on prend une autre question. Dany Christophe, qui est délégué départemental de la Marne. Nous comprenons donc que les problèmes sont venus crescendo ces 30 dernières années. L'islamisme violent s'est organisé. Ma question, comment lutter à la base du recrutement, réseaux sociaux, auprès des jeunes, etc. Déjà, encore une fois, il ne faut pas se tromper sur la nature du phénomène, c'est-à-dire que on a eu un peu tendance, comme je le disais tout à l'heure, à s'attacher aux formes les plus violentes, la radicalisation, l'embrigadement, le départ en Syrie, etc. Ce qui est logique, hein, évidemment, on cherche à prévenir le risque terroriste d'abord. Ok, mais toute cette socialisation islamiste à laquelle on assiste, qui a parfois des côtés plus soft, voire plus sympathiques, qui se présentent sous la forme d'aide aux devoirs, d'action humanitaire ou autre, là aussi il faut repérer ça. Alors il ne s'agit pas de tout interdire, c'est pas du tout l'esprit dans lequel il faut se placer, mais en termes de repérage et d'interprétation des signaux faibles, là il y a matière à progresser. Aussi je dirais en prévenant et en désarmant les inquiétudes légitimes qui peuvent être celles des professionnels. Je pense aux professionnels de la petite enfance, par exemple, ou les personnels de la PJJ, ou bien évidemment les enseignants, prévenir les inquiétudes qui peuvent se manifester, ou les doutes sur l'idée qu'on ficherait tout le monde, ou qu'on mettrait en place des systèmes de surveillance généralisés. Il ne s'agit bien évidemment pas de ça du tout. Mais par contre, qu'il puisse y avoir des échanges entre professionnels sous le sceau du secret partagé, avec évidemment tous les engagements éthiques et déontologiques qui doivent être scrupuleusement respectés, mais que l'on puisse échanger sur des situations individuelles et mettre en collection des signaux faibles qui en eux-mêmes, un élément, un changement d'attitude, je ne sais quoi, où une parole n'a pas forcément de sens. Ce qui a du sens, c'est quand on s'aperçoit une même personne, un même individu va changer de façon de faire dans plusieurs endroits et dans plusieurs moments de sa vie, à l'école, vis-à-vis de ses parents, au club de sport, etc. Et c'est seulement en faisant le kaléidoscope qu'on va reconstituer un parcours et que les choses vont prendre sens. Donc ça peut fonctionner que si les professionnels se parlent entre eux, si on reste dans des logiques qui sont un petit peu le grand travers de l'administration française, de silos, de tuyaux d'or ou autres, et que ça ne communique pas, voilà. Alors c'est dans ces moments-là que l'interprétation entre guillemets policière prévaut sur toutes les autres, parce que c'est celle qui dit attention, là il y a un danger, donc la stratégie du moindre risque va toujours être d'aller au plus sûr, si je puis dire, et sans nécessairement écouter tout le monde. Moi je crois qu'au contraire c'est un élément de réassurance pour les professionnels de la prévention, au sens large,
que d'entrer dans ces dispositifs de secret partagé avec les autorités municipales, policières, les services de renseignement. À chaque fois que ça se fait et qu'on arrive à démonter les préjugés réciproques d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est pas seulement d'un seul côté, tout le monde y gagne en réalité. Sur 20 ans, il y a eu beaucoup de progrès entre l'éducation nationale et la police. Il faut maintenant que ça puisse s'ouvrir à d'autres milieux professionnels publics. Par exemple, le secteur hospitalier et tout particulièrement la psychiatrie. Autre question de Mathieu Cabanis. Ne faudra-t-il pas miser sur l'éducation nationale, ne pas tomber dans un roman national, mais 1. Insister sur les fondements que sont l'apprentissage du français, par exemple. 2. Faire de l'éducation civique une vraie matière afin de former les citoyens de demain. C'est à peu près ce que tu as dit il y a quelques instants, et il est rejoint par Christine Sianer-Reder, qui a dit à peu près la même chose. Et a raison. Alors, sur beaucoup de sujets, en fait, on est un peu comme dans ce film, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Le jour de la marmotte, avec Bill Murray et Andy McDowell. C'est un film dans lequel le héros est condamné à revivre toujours la même journée. Chaque matin, le réveil sonne, c'est la même chanson à la radio, et tout se déroule de la même manière jusqu'à la fin du film. Il arrive à briser le sortilège. Ben là, c'est un peu pareil. Alors, sur ces histoires d'éducation civique, sur le rôle de l'éducation nationale, sur l'enseignement de la laïcité, c'est très vrai en matière de ce qu'on appelle la structuration de l'islam de France. Prenez les discours de Charles Pasqua ou même de Pierre Joxe à la toute fin des années 80, quand on a les premières tentatives, ça s'appelait le CORIF à l'époque, la conférence de réflexion sur l'avenir de l'islam de France, je ne sais plus exactement, de l'islam en France à l'époque. Eh bien, en 30 ans, on tourne un peu autour des mêmes sujets sans énormément progresser. Et pour l'éducation civique, c'est la même chose. Moi, j'ai été, si j'ose dire, contemporain de la mise en place de l'EMC, qui a constitué un vrai progrès. Là, je crois qu'on peut en attribuer le mérite. C'était la loi de 2013, donc à Vincent Peillon et ceux qui lui ont succédé, c'est-à-dire le principe de généraliser du CP à la terminale des cours en fait, d'instruction civique. Mais comme toujours, on bute sur des écueils. Là, l'écueil sur lequel on a buté et qui était déjà présent avant, c'est que, à de rares exceptions près, les profs de MC, ce sont les profs d'histoire. Et donc, d'abord, ils se sentent un petit peu délégués par la force des choses, par l'ensemble de la communauté éducative à cette tâche quand même très lourde d'éduquer à la morale civique, alors même que les sujets, les problèmes, éventuellement les contestations touchent toutes les matières, tous les enseignements, en particulier l'éducation physique, SVT, philosophie, français, dans tous les domaines maintenant, il y a matière en fait à remettre de l'éducation civique. Donc cette transversalité, on n'a pas vraiment su encore la prendre en compte. Puis, bien évidemment, mais ça, c'est comme ça, c'est un peu inexorable, c'est très prof dépendant, donc dans certains cas, ça va être extraordinaire, il va y avoir un vrai programme d'éducation morale civique, dans d'autres, ça va être plus de l'histoire géo, un peu orientée, mais sans grande valeur ajoutée. Voilà. Bon, c'est pas absolument évident, mais si ça ne tenait qu'à moi, effectivement, il y aurait plus d'éducation morale et civique à l'école. Mais pour commencer, ça suppose d'abord de former les profs, parce que les profs, ils veulent bien en parler, mais ils veulent savoir de quoi ils parlent. Et autant on peut dire qu'un prof d'histoire géo, à la rigueur, le prof de philo ou le prof de lettres, ils sont dedans, et leur appétence personnelle les pousse à s'intéresser à ces sujets-là. Encore, c'est pas toujours le cas, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même une petite appréhension à aborder des questions difficiles et polémiques avec des élèves, on n'a pas envie on craint de se laisser entraîner sur des terrains glissants, sur la foi, etc. Et puis il y a tous les autres. Donc voilà, donc on commence par la formation des enseignants. Alors, je prends les deux dernières questions. Alors, la première de Jérémy Aldrin, qui est délégué départemental de la Moselle. Depuis Richelieu, la nation s'est construite autour de la langue française. Que penser de la volonté dans ce projet de loi de développer l'enseignement de la langue arabe ? Oui, bon, on pourrait même dire depuis François Ier, qu'en réalité l'ordonnance de Villers-Cotterêts
est moins un manifeste culturel, on a tendance à le réinterpréter un peu comme ça, que la volonté d'ancrer le français comme langue administrative et comme langue des élites. C'est plus une ordonnance contre le latin que contre les parlers et les dialectes locaux qui ont survécu d'ailleurs pendant très longtemps et en fait jusqu'à la fin du XIXe siècle pour l'essentiel. Alors, je vais être très clair sur l'apprentissage de l'arabe. Je considère que c'est une excellente chose parce que d'une façon générale, l'apprentissage des langues étrangères est une excellente chose. A priori, un élève qui aborde plusieurs langues a plus de facilité, y compris dans les autres matières que les autres. L'arabe est une langue riche, il y a des centaines de millions de locuteurs dans le monde, il y a une culture absolument fantastique. Par ailleurs, et tout à fait accessoirement, des possibilités de développement au plan des études et de développement professionnel formidables, donc bien sûr qu'il faut l'encourager. Attention quand même à ne pas placer trop d'espoir en termes de bénéfices collatéraux de lutte contre l'islamisme, tout simplement parce que les parents qui souhaitent faire éduquer leurs enfants dans une vision très rigoriste et observante de l'islam, ce qui les intéresse, c'est pas l'arabe de l'école, c'est l'arabe des cours de Coran dispensés par des religieux. Donc il n'y a pas de substitution complète, faut pas s'illusionner là-dessus non plus. Alors il y a plusieurs questions qui évoquent la responsabilité des élus, la nécessaire exemplarité, à contrario parfois le clientélisme de certains élus qui n'hésitent pas à sacrifier les valeurs de la République à une élection. Elles sont un peu résumées par Pierre Jakubowicz, qui est conseiller municipal de Strasbourg. Je lis la question de Pierre. Élu d'une ville, Strasbourg, dirigée par les Verts et communistes, nous voyons depuis 6 mois le malaise et l'ambiguïté face à la laïcité. Lors d'un débat en décembre, ils ont refusé son inscription dans la charte des valeurs de la ville. Comment expliquez-vous ce positionnement des écologistes et cette démission face à la laïcité ? J'en profite pour saluer Pierre Jakubowicz, dont j'avais justement relevé l'intervention, qui me semblait tout à fait justifiée, parce que effectivement on assiste à quelque chose d'un peu étonnant dans certaines municipalités, enfin là en l'occurrence Strasbourg, et qui n'est jamais que le reflet de ce qu'on entend dire et ce qu'on constate depuis un moment dans un certain nombre d'établissements scolaires ou de services publics. Le simple fait d'employer le mot laïcité pose un problème. C'est quand même dingue. Pardon de parler trivialement, mais c'est dingue. De la part d'élus de la République, de dire l'emploi du mot laïcité, plutôt pas, parce que quoi d'ailleurs ? En réalité, j'ai essayé de comprendre quels étaient les arguments de la majorité municipale. Très honnêtement, je ne les ai pas compris. Je les ai pas compris. Je n'ai pas compris le propos, mais l'arrière-plan politique, malheureusement, je le connais un tout petit peu, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis un peu sorti, je suis sorti de l'administration d'ailleurs, mais parce que au sein de la gauche, qui est ma famille politique, et qui le reste, un certain nombre de digues sont tombées, un certain nombre de traditions ont été oubliées ou galvaudées, pas seulement à gauche, puisqu'il était question de clientélisme, c'est la chose du monde la mieux partagée, et en termes de compromission locale avec des entrepreneurs identitaires de type frériste ou salafiste, tout le spectre politique est concerné, il n'y a absolument pas d'exclusif, donc ça c'est pas la question. En revanche, il y a une question plus, là pour le coup, idéologique et politique, avec certaines composantes de la gauche, pas nécessairement la plus extrême d'ailleurs, parce que disons qu'il y a une sensibilité libérale, anciennement plutôt de la deuxième gauche, qui a pu faire ou qui peut encore faire bon accueil à une conception qui se défend et qui a ses mérites par ailleurs, disons, multiculturaliste ou voire dans certains cas différentialiste, mais qui est très éloigné de la conception française et républicaine, et dans certains cas, il y a là, et on a vu cette évolution très nette chez les Verts, dans ce qui était l'aile gauche du Parti Socialiste, qui est devenu la formation Génération, et à la France Insoumise, des évolutions dans le sens d'une alliance, pas reconnue comme telle, mais d'une alliance
ou en tout cas d'un accueil fait à des théories indigénistes, à la reconnaissance de l'existence d'une supposée islamophobie d'État. Et autant chez les Verts, c'était pas nécessairement très manifeste il y a encore quelques années, c'était localisé à quelques individus, c'est devenu aujourd'hui un peu l'état d'esprit moyen, en tout cas des instances nationales. Bon, ça pose un problème, à mon avis, irrémédiable en tant que tel pour la gauche. Et manifestement, certains responsables socialistes en particulier, des grands élus, je pense à Anne Hidalgo, je pense aussi au maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui prend des positions et pose des actes très forts en matière de laïcité. Il y a enfin, et je l'ai attendu et espéré pendant un bon moment, une gauche qui tient bon à nouveau sur ses fondamentaux, sur son ADN, qui est un ADN laïque. Mais en effet, il y a aussi des dérives. Aujourd'hui, elles sont très nettes. Je pense qu'elles sont mortelles pour la gauche. Alors une question d'Annie Christophe encore. Quels peuvent être les moyens d'action pour contrer l'augmentation de la radicalisation et le rejet des valeurs de la République? Les moyens d'action. En milieu carcéral. Ah, c'est en milieu carcéral. D'accord. Oui. Alors, là, c'est très 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 difficile, pour plein de raisons. Tout est plus difficile, pardon de le dire, c'est d'une banalité effrayante, mais tout ce qui est difficile dans la vie libre est 100 fois plus difficile en milieu carcéral. Pour ceux qui ont eu l'expérience, non pas d'y venir comme usager, si j'ose dire, mais d'y venir, de visiter une prison, d'assister à des moments de la vie carcérale, c'est un univers très particulier, et bien évidemment, pour de multiples raisons, ça a été là aussi analysé en profondeur par Gilles Kepel et par ses équipes, le milieu carcéral a joué un rôle d'incubateur dans les phénomènes de radicalisation, c'est-à-dire que à partir de très peu d'individus, contrairement à ce qu'on croit au départ, 1 ou 2 ou 3 par maison d'arrêt ou par centrale, arrivent par persuasion, par enrôlement et par effet d'imitation, arrivent à maintenir une pression, à exercer une pression considérable, non seulement sur leurs co-détenus, mais même sur un certain nombre de personnels pénitentiaires. Alors ça, renverser la vapeur est très difficile, c'est un travail de très longue haleine qui a commencé par des actes, ça paraît surréaliste, mais on a un service de renseignement pénitentiaire que depuis quelques années. On fait le criblage des futurs personnels de la pénitentiaire que depuis 2 ans, je crois, ou 3 ans. C'est pas vieux du tout ça. Et ça, c'est le début, c'est le b.a.-ba. Et puis après, il y a plein d'autres choses à faire en termes de formation, en termes de suivi. Alors, il y a l'éternelle question qui est jamais tranchée et pas complètement tranchable. Est-ce qu'il vaut mieux regrouper tous les djihadistes, tous les radicalisés entre eux, ou au contraire les disperser? Si vous les regroupez entre eux, ils préparent davantage la suite. Si vous les dispersez, ils font du prosélytisme et ils enrôlent d'autres machins. Bon. Donc il n'y a vraiment pas de solution parfaite, simplement c'est là aussi, c'est une politique publique à construire, à amplifier. Elle a commencé, elle est encore, je connais bien le directeur de l'administration pénitentiaire, je lui fais confiance, il est tout à fait au clair sur ces sujets-là, mais encore une fois, c'est dans des conditions difficiles, avec des personnels qui ont des caractéristiques, etc. Donc voilà, c'est difficile. Je crois qu'on a tenu le timing, ce sont des séquences courtes, pas de langue de bois, comme vous avez pu le voir, un discours clair. Je retiens tout ça quand même, que ce projet de loi va clarifier le discours politique, et c'était nécessaire pour mettre fin à cette schizophrénie qui, pendant des années, a été l'ambiance dominante dans ce petit monde. Et puis, au fur et à mesure des questions, la préoccupation, c'est quand même, il faut qu'il y ait une réponse concrète qui soit apportée. Et on voit bien qu'il y a Gilles a donné des pistes, des directions. Notamment, on voit l'importance de l'école dans tout ce débat. Et tout ça veut dire que la situation n'est absolument pas désespérée, qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Merci à tous de nous avoir écoutés et pour vos questions qui étaient très nombreuses.
J'ai essayé d'en passer le maximum et soyez nombreux pour notre prochaine rencontre. À bientôt. Au revoir. Et merci Gilles.